Non, c'est pas du direct en ligne. Et ce que je te propose, c'est bien sûr de te l'envoyer pour que tu me dises ce que tu en penses. Et on peut bien sûr supprimer tout ce qui a de pas correct. Je ne corrige jamais. Donc, c'est de même que je ne corrigeais jamais aucun document, aucune publication de mes collaborateurs, je ne corrige pas. Voilà, Donc, c'est on un rentre peu, déjà dans le vif. c'est un peu tu sais, l'émission avec Coluche où il utilise les trois jokers d'entrée et il dit c'est bon, joker, 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 et c'est C'est un parti. peu ça. C'est un peu ça. Bon, cool, vraiment, merci infiniment. J'ai été vraiment, alors, je l'ai réacheté en version papier. Ouais, cool. Vraiment, parce que moi, j'ai lu en version numérique. Je l'ai racheté en version papier parce que je suis en train de le relire une deuxième fois, etc. Et surtout, je vais l'offrir à quelqu'un qui va être extrêmement sensible. J'ai donc ça y est, c'est enregistré. Le message que je peux quand même envoyer déjà à ceux qui nous écoutent, c'est que ça a été extrêmement simple de te contacter. D'une simplicité où tu m'as même envoyé ton numéro de téléphone et quand je t'ai appelé, bah, c'est OK. Donc ça traduit vraiment n'hésitez pas, prenez, osez et prenez contact avec les gens et ça peut être vraiment très simple. Et ça se traduit par rapport à ce que tu racontes dans ton livre. Bienvenue chez les fous, laveur de carreaux. Donc t'es un fou? C'est comme ça que tu te… Je dirais que je faisais un clin d'œil au titre Bienvenue chez les ch'tis, parce qu'il se trouve que je suis ch'ti également. Euh, je dirais que fou, c'est pas tout à fait le mot. Je dirais plutôt non conforme, hein, qui n'a rien à voir avec l'anticonformisme, hein, le non-conformisme. Le conformisme et l'anticonformisme sont les deux plus grands ennemis de l'intelligence. Le non-conformisme, c'est de dire je suis libre de mes pensées en fonction des informations que je vais collecter. OK, d'accord. C'est intéressant parce que ça fait le parallèle avec l'intelligence artificielle qui est là présent, donc on verra. C'est quoi ton point de vue sur l'intelligence artificielle? Ben écoute, je pense qu'on est encore un peu tôt pour avoir un point de vue global sur les conséquences, son évolution. Euh, je dirais, c'est comme l'invention de l'automobile qui aurait pu prévoir, comme l'invention de l'imprimerie. Enfin, elle fait partie, je pense, des très grandes inventions qui vont marquer le millénaire, comme l'ont été le train. Je pense que c'est un grand moment de civilisation dont on ne mesure pas encore les bénéfices ni les dangers. Donc, on en a identifié certains, hein, et je voyais un podcast récemment sur le sujet, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, bah, c'est un outil, c'est comme un marteau, on peut très bien enfoncer un clou et être content du boulot et aussi s'écraser un doigt et finir à l'hôpital. Ton bouquin m'a extrêmement touché parce que moi j'ai vécu une enfance où confondu éducation et limite esclavage, tu vois, où pense comme ceci et fait comme cela. Ce qui m'a amené à quand je suis rentré dans la vie active, bon bah, stagiaire, développeur, chef de projet et après manager, à reproduire tous les modèles que j'avais vécu gamin en disant bah, il faut faire ceci comme cela. Je pète un plomb parce que les gens font pas comme je leur demande. Je me retrouve dans une situation où soit je crève en mode vraiment puissance figurée, soit il faut que je réfléchisse à autre chose. Et c'est là où j'ai commencé à faire un voyage sur moi-même. Et depuis 3-4 ans, là, j'ai vraiment cette envie de prôner un management où on s'intéresse aux gens, on leur donne du confort, on recrée de l'autonomie, etc. Et donc, ton bouquin m'a vraiment touché. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est le lien que tu fais par rapport à ton histoire. Je sens vraiment un alignement entre ce que tu as vécu gamin et la traduction de ce que ça a amené dans ton entreprise, dans ta vie active. Ouais, oui, oui. Mais c'est marrant, mais mon histoire familiale m'a apporté énormément de, comment dirais-je, de fierté, euh, une forme d'enracinement, de solidité. Et en même temps, et particulièrement en ce moment où on célèbre, alors est-ce que c'est le mot, célébrer les 80 ans d'Auschwitz et de cet holocauste,
En même temps, je me dis, mais j'ai raté mes parents parce qu'ils étaient tellement incroyables. Ils ont fait des trucs, mon papa qui a rejoint le général de Gaulle, ma maman qui a fait 2 hivers en camp de concentration suite à des actes de résistance. Euh, euh, et j'ai l'impression d'avoir raté tout ça, tu vois. Il y a encore une demi-heure, je suis allé sur ChatGPT pour questionner sur l'histoire de ma maman. Et j'ai appris plein de trucs encore. Et donc, je me pose souvent la question, je me dis, tiens, et si mes parents avaient été des SS, est-ce que, quel aurait été mon sac à dos? On n'est pas responsable de l'histoire de ses parents. Moi, je fais un travail sur moi-même et voilà, mais et c'est vrai que je ne suis pas à leur place et je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu. Donc, par contre, moi, je suis responsable maintenant aujourd'hui de ce que je peux vivre et de comment je peux l'amener. Donc c'est pour ça. Mais je vois un lien fort et ce qui m'a plu, ton bouquin, ce qui me plaît, c'est que c'est pas un livre de méthode. C'est pas comme ça que je le vois et surtout au début, tu challenges le monde du conseil. C'est logique, hein, en disant démerdez-vous, tu dis à un moment donné, démerdez-vous, c'est votre boîte. Donc n'écoutez, tu dis pas n'écoutez pas, mais tu dis à un moment donné, ça reste votre boîte. Et les conseils qu'on vous donne, potentiellement, les concurrents, ils ont les mêmes. Donc à un moment donné, et donc c'est très, 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 très intéressant. Mais voilà, il y a un alignement, tu vois, il y a une colonne vertébrale, ce qui fait que je trouve qu'il y a de la puissance, quoi. Alors, tu vois, je veux apporter une précision quand même pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que je ne suis pas, comment dirais-je, fermé au conseil. Ce serait manquer d'humilité que de prendre des décisions sans s'entourer de l'avis des experts. On n'a aucune obligation en tant que chef de projet ou chef d'équipe à suivre l'avis des experts. Parce que les experts sont des spécialistes de l'analyse du risque. Mais nous, les managers, les chefs d'entreprise, les parents, nous sommes des spécialistes de la prise de risque. Et les experts, quelque part, nous alertent sur les dangers, ce qui nous permet de nous en prémunir autant que cela est possible. Mais moi, si les experts avaient guidé ma vie, peut-être n'aurais-je pas épousé Catherine, peut-être n'aurais-je pas fait le Dakar en moto, peut-être n'aurais-je pas créé ma boîte, peut-être, enfin, on a tous plein d'aventures dans lesquelles on ne serait pas lancé si on avait suivi l'avis des experts. Donc, j'ai attention, ne laissez pas votre vie guider, et eux, par les experts. Donc j'ai repris quand même ce livre c'est Jean-François Zobrist, où tu dis à un moment donné, ce sont les gens qui sont sur le terrain, qui font, qui Ouais. disent, et donc c'est pour ça que je trouvais intéressant. Peut-être que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre, parce que j'ai quand même fait une publication et j'ai posé la question aux gens, quel type de questions vous voulez que je vous pose? Il y en a qui ont lu le bouquin et qui m'ont posé des questions hyper précises, et il y en a qui n'ont pas lu le bouquin, et donc c'est des questions un peu vagues. Peut-être que tu pourrais un peu raconter ton histoire en quelques mots? Mais en fait, c'est une histoire improbable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle plaît, parce que dans l'image d'Épinal, le petit mec de 24 ans qui démarre avec son seau et sa serpillière et qui termine 40 ans plus tard avec 3500 collaborateurs. Bon, c'est la dream story, tu vois, à l'américaine un peu. Mais j'ai rien fait exprès. Donc, je n'en tire aucune gloire, aucune fierté. C'est plutôt de l'amusement quand je regarde dans le rétroviseur. Mais en fait, j'ai créé mon entreprise après une scolarité difficile, très difficile même. Et donc, je suis parti aux États-Unis pour chercher une déclaration d'entreprise. Je suis revenu avec cette idée de monter une entreprise de nettoyage. Et puis, j'ai acheté quelques machines, un seau, une raclette, et puis je me suis lancé comme ça, quoi. Et puis, mon premier client en B2B, après 2-3 ans d'activité, m'a montré la voie des vertus du client abonné, facture mensuelle, du boulot tous les jours. Et puis, comme j'étais un bon ouvrier, comme quoi on peut être cancre et excellent ouvrier, euh, euh, le bouche à oreille a fait le reste. Et comme je savais un petit peu compter, ça a marché. Mais en fait, pourquoi j'étais cancre? Parce que je ne comprenais pas le sens ni l'utilité des choses qu'on m'apprenait. Maria Montessori, d'ailleurs, a une magnifique phrase. Elle dit le cerveau d'un enfant n'est pas un réservoir que l'on doit remplir, mais une source qu'on doit faire jaillir. Et moi, ils ont essayé de remplir mon réservoir, ces bâtards. Et donc, je me suis rebellé en chahutant. Et quand
j'ai commencé à nettoyer avec un effet visuel immédiat et que j'ai commencé à avoir des compliments sur mon boulot, je me suis dit: «Ça y est, j'ai trouvé ma voie, quoi. Je suis utile et reconnu». Merveilleux et rémunéré. En plus, donc tu pars aux États-Unis à un moment donné et que tu reviens et tu dois dire à tes parents, «Ça y est, j'ai trouvé une idée de». Ah ouais, j'ai déconné parce que en fait, j'ai menti à mes parents qui étaient très impatients de savoir ce que j'allais devenir à mon retour et je leur avais dit: «Écoutez, j'ai trouvé une idée de création de boîte, aux States et j'y travaille à fond, mais je vous le dirai à mon de je garde la surprise, je vous le dirai à mon retour» et en fait, j'ai rien fait de tout ça là-bas, j'ai fait du tourisme et puis dans l'avion qui me ramenait, à l'aéroport de Bruxelles, parce que j'habite à Lille, pas très loin de Bruxelles. J'ai découpé un article quelques heures avant l'atterrissage. On voit deux mecs en train de nettoyer des canapés et des moquettes. Et donc, quand mes parents me demandent à l'aéroport, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je monte une entreprise de nettoyage. Voilà. Mais mon étude de marché, c'était, je ne l'ai même pas découpé, je l'ai arraché d'ailleurs. Et dans l'avion, je cherchais déjà le nom de l'entreprise. Certex, c'était déjà pris. Servitex, c'était déjà pris. Du coup, j'ai dit Clinitex, Clean Prop, Tex Textile. Donc, les destins, quelquefois, tu vois, là, j'ai 24 ans, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, et puis je découpe ce truc-là. Donc, je suis un peu, d'ailleurs, agacé de voir qu'on demande à nos gamins à 12 ans ou à 13 ans ce qu'ils Ouais. veulent faire plus tard pour déjà les mettre dans un tuyau. C'est invraisemblable. Non, je moi, je pense que je commence à comprendre ce que je veux faire à l'âge de 20 ans, 20-21 ans, quand je commence à faire mon service militaire. Je me rends compte que c'est-à-dire je veux faire l'armée et je fais mon service et je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire finalement. Mais par hasard, je tombe sur un service informatique. C'est la fin des appelés. Et donc on me dit: «Bah tiens, toi tu as fait un peu d'informatique quand tu étais à l'école» et là je me retrouve, passionné par, waouh, c'est ce que je veux faire, je veux coder, je veux faire des programmes informatiques et cetera. Tu me demandais quand j'étais gamin ce que je voulais faire, j'avais strictement aucune idée. Moi j'ai envie genre c'est il y a tellement de choses dans le bouquin, j'ai envie de parler de naturisme, je pense que quand je vais dire ça, voilà. Ce matin j'ai parlé de cadenas, j'ai envie de parler de mauvaises herbes. Parce que c'est des sujets que je vois régulièrement et j'ai envie d'en un peu les aborder. À un moment donné, tu parles de donc tu poses quand même quelques principes. Alors j'ai le droit de dire principes, concepts, je sais pas, je veux pas trop de voilà, mais tu parles de naturisme managérial, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu entends par naturisme managérial? J'ai toujours aimé les analogies, hein. Mon cerveau est ainsi fait que ça m'arrive plusieurs fois par semaine où je vois un truc. Là, tu vois en face de moi, j'ai une forêt, j'ai un bois. Ben, je peux très bien me promener un matin et voir deux branches qui partent comme ça, ou et prendre une photo et de faire un lien au management. Donc, toute ma vie, j'ai fait des analogies et le naturisme, pour moi, était une analogie assez évidente. Se dire que on n'est pas nombreux à s'aimer physiquement quand on se regarde dans un miroir. On a tous des morceaux qui ne tombent pas comme on souhaiterait, c'est-à-dire globalement comme ils sont dans les magazines. Donc, on s'habille du mieux qu'on peut pour masquer les défauts que l'on s'imagine, hein. C'est-à-dire, c'est peut-être que les défauts qu'on s'imagine ne sont pas vus de la même façon par les autres. Donc, c'est vraiment un schéma mental qu'on se construit soi-même sur notre physique. Et je me suis dit, mais finalement, au moins on en montre, au plus on oblige les autres à s'imaginer les choses. Et dans les lieux naturistes, et j'ai encore eu un témoignage hier une entreprise chez qui je témoignais, d'un gars qui faisait du naturisme et qui m'a confirmé cette idée que personne ne se regarde dans un camp naturiste. Enfin, ce n'est pas un camp, c'est un lieu naturiste. Personne ne se regarde, tout le monde s'en fout, quoi, que tu sois gros, maigre, beau, pas beau. La notion du beau, pas beau n'existe même plus, tout le monde s'en fout. Et donc, j'en tire la conclusion que au plus on en montre, au plus on transforme un problème en non-sujet. Et l'analogie que je fais, c'est sur l'information, la communication de l'information en entreprise. Au moins on en partage, au moins on en communique aux collaborateurs, au plus ils sont contraints de s'imaginer les choses. Donc, je parle des résultats économiques de l'entreprise, sa croissance, sa rentabilité, sa trésorerie. Je parle
des rémunérations, bien entendu, qui chez Cleantech sont totalement transparentes. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde, y compris celui du PDG. La transparence sur les frais généraux, enfin, la transparence totale. C'est ce que j'appelle le naturisme managérial. Et depuis que cette transparence a été installée depuis maintenant plusieurs années chez Cleantech, depuis pas loin d'une dizaine d'années, eh bien, tous ces sujets sont devenus des non-sujets. Et donc pour toi, c'était des sujets qui empêchaient les gens à Ah être oui, oh ouais. bah oui, les salaires étant le premier sujet sur lequel chacun s'interroge sur la justesse des grilles et la légitimité de chacun à percevoir son niveau de rémunération. C'est un sujet qui chatouille tous les collaborateurs et qui chatouille les décideurs également, qui passent leur temps à travailler les grilles de salaire. C'est un sujet hypersensible. Donc, celui qui décide est obligé d'essayer de penser à la place de l'autre. Il est obligé de s'exprimer avec la plus grande prudence parce que c'est un sujet qui est extrêmement touchy. Mais puisqu'il ne dispose pas de l'information de la rémunération des autres et dans quel niveau il se situe, eh ben, les demandes peuvent être n'importe quoi. Alors que depuis que la transparence des salaires a été installée, euh, c'est très rare qu'il y ait une demande stupide, surtout que depuis cette année, Edouard a mis un nouveau système en place qui n'est pas dans le livre pour la détermination individuelle des rémunérations. Ah donc il va encore, il avance et c'est vrai que c'est une, on n'en a pas parlé, mais il t'a racheté Ouais, l'entreprise, à un prix, marché, voilà, ouais, ça se pas de précise bien, cadeau. c'est vrai, pas de cadeaux et cetera. Édouard, donc faudrait refaire des interviews beaucoup plus longues, mais vraiment, j'invite vraiment les gens à lire le livre. Et tu dis à un moment donné dans le bouquin, que toi, tu n'étais pas pour au début, cette transparence, des salaires, Ouais. et que c'est Édouard, lorsqu'il a pris la direction de l'entreprise, c'est ça, si je me trompe pas? C'est lui Ouais, qui l'a mis en place. c'est-à-dire qu'on pratiquait la transparence. Moi, je la pratiquais avant qu'Edouard soit PDG Ouais, sur un grand nombre du sujet, sur les performances, Euh, et il y avait deux sujets qui étaient pas piliers, c'était les notes de frais et les rémunérations nominatives. Moi, je publiais une grille non nominative de recommandations de pratiques salariales. C'est un peu la grille étalon rémunération. Mais Edouard me disait toujours, Papa, tu fais du naturisme, mais avec un morceau de tissu. Et donc, tout le monde s'interroge sur ce que cache ce petit bout d'étoffe. OK. Mais je lui dis, attends, c'est bon, on va consulter les 10 plus gros salaires de l'entreprise pour savoir ce qu'ils en pensent. Les 10 ont dit, on n'est pas d'accord. Et Edouard, il a quand même appuyé sur le bouton quand il est devenu PDG. Ça et les notes de frais. Aujourd'hui, on ne saurait plus faire machine arrière. Et ça dit autre chose. Ça dit que l'entreprise n'est pas une démocratie. Et ça dit aussi que l'avis des experts que Edouard a pris, les 10 plus grosses rémunérations, ils ont émis un avis et Edouard y est allé quand même, avec, avec beaucoup, enfin, encore une fois, on ne saurait pas faire machine arrière tellement le sujet des rémunérations, je ne dis pas que c'est devenu un non-sujet, mais en tout cas, tout le monde s'est retrouvé responsabilisé et éclairé. Ouais, c'est vrai que tu précises bien dans le bouquin, c'est que tu dis, avant de partager les salaires, il y a des premiers pas à faire pour gagner la confiance, pour, ancrer ça dans le temps, Ouais. mais peut-être pas démarrer, du jour au lendemain à partager, votre grille. Je crois que c'est ça? Ouais. Ouais, Alors moi, j'ai jamais connu ce qu'on appelle les transformations d'organisation. ouais, ça Parce qu'on est en mouvement depuis 40, enfin, moi, pendant 40 ans, j'ai mis l'entreprise en mouvement. Édouard, depuis 5 ans qu'il la dirige, il accélère le mouvement de transformation. On n'a jamais eu l'impression de transformer notre organisation. Moi, j'ai l'impression qu'on a toujours fait un pas devant l'autre. De temps en temps, un pas en marche arrière, hein. Il y a des trucs qui n'ont pas du tout marché dans la boîte et sur lesquels on a arrêté. Donc, en fait, on a une devise chez Clintex, je ne sais même plus si c'est dans le livre, mais qui dit expérimente souvent, mais trompe-toi vite. ouais, elle Parce est qu'on pense que la répétition de l'erreur coûte moins cher que sa durée. alors, je t'avoue que ça faisait quelques années, que j'avais pris conscience de ça et
Alors moi, je suis vice-président de Réseau Entreprendre Occitanie. Mon président est Julien, fondateur de Cause à effet. Et l'année dernière, je suis allé le filmer. Il recrute des donateurs pour SIDAction, pour d'autres ONG. Et il investit beaucoup de temps sur la mission, le pourquoi, la raison d'être et pourquoi ils font les choses de cette manière-là, la vision de l'entreprise et surtout les valeurs. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai encore plus vu dans ton bouquin et que moi je bosse énormément depuis maintenant un an et demi sur notre mission, c'est de soutenir 100 000 personnes. On veut le faire parce que tac, tac, tac. Et j'ai l'impression qu'en bossant là-dessus, on est de plus en plus clair. On aide les gens à comprendre s'ils sont dans le navire ou pas. Et le ou pas fait qu'on a des conversations sur qu'est-ce qui se passe. Alors, là, pareil, il y a eu des évolutions depuis l'écriture du livre. Ah, donc, tu la version 2 qui est en cours alors. Non, non, moi, moi, je suis un paresseux. Moi, Ah, j'aurais écrit un bouquin, non. Édouard, Edouard, bah oui, Edouard. Bah oui, Édouard, c'est à lui d'écrire le prochain. tiens. Il est en train de l'écrire, enfin, de le construire dans ses expérimentations. Quelle est l'évolution? On s'est, on s'est dit, alors quand je dis on, ça ne veut pas forcément dire Édouard et moi, ça peut vouloir dire moi ou ça peut vouloir dire Édouard. Mais Édouard m'a engueulé récemment en disant papa, arrête de dire Édouard a fait ceci, par contre, ça, c'est moi qui ai fait cela. Il m'a dit on s'en fout, il n'y a rien qui m'appartient, il n'y a rien qui t'appartient, c'est le fruit d'une histoire. Donc, je maintiens le on. D'accord. euh, Édouard a, non, on a considéré que effectivement cette étape mission, vision, valeur, mission donc à qui on sert, à quoi on sert, vision comment on se voit dans 10 ans, et puis les valeurs c'est globalement les règles non négociables de bon fonctionnement des relations humaines à l'intérieur de l'entreprise. Il y avait des gens qui adhéraient, il y avait des gens qui faisaient semblant d'adhérer, puis il y avait des gens qui n'avaient rien à foutre. Et donc, on s'est dit, mais finalement, la raison d'être de l'entreprise, est-ce qu'on n'est pas dans l'intellectualisme managérial? Mm. Et Édouard a remplacé la raison d'être par les raisons d'agir. Parce que finalement, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est l'action. Et donc, la raison d'agir de Cleantech, c'est rendre le monde plus beau. Et puis, il y a 5 valeurs comportementales. Et il y a 5 valeurs, voilà. Donc ça, maintenant, il n'y a plus que ça. Raison d'agir et les valeurs. Et pour accompagner les valeurs, on a créé un guide des comportements. Et pour chacune des valeurs, on dit voilà ce qu'on attend de toi. Par exemple, sur la valeur audace, on attend de toi que tu n'obéisses pas bêtement à des règles qui te paraisseraient stupides. On t'invite à désobéir et à signaler. Ça, c'est l'audace. Et donc, chaque collaborateur a un petit guide sur chaque valeur de dire, tiens, qu'est-ce qu'on attend de moi sur chaque valeur? Parce que tu as beau dire la confiance, tu as beau dire l'audace, tu as beau dire la bonne humeur, c'est pas Ouais, forcément simple à comprendre. non, t'as raison. Ouais. Et donc, il faut aider les collaborateurs. Et ce guide des comportements évolue tous les ans. Il est enrichi tous les ans. Parce qu'à chaque fois qu'on tombe sur un. On se dit, tiens, mais là, il n'a pas pigé les valeurs. Enfin, en tout cas, son comportement ne correspond pas à la valeur attendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pof, on rajoute une ligne, tu vois. Et ça, c'est vachement intéressant. Quelles sont les raisons d'agir et quels sont les comportements attendus? Et là, la messe est dite. Là, tu as remis les pieds sur terre, tu as remis l'église au centre du village, tu as remis les mains dans le cambouis. Là, on est sur du facile à comprendre. On est sur quelque chose que Jean-François Zobrist apprécierait énormément, selon le principe que c'est celui qui fait qui sait. Tout à fait. Ouais, ils sont là, les deux bouquins. J'ai envie bah, naturellement rebondir sur je t'invite à désobéir. Ouais, Si je fais le. Moi, j'étudie Toyota depuis 15 ans, au moins 15 ans. Le lean management est une des pratiques des dirigeants, c'est d'aller régulièrement sur le terrain pour comprendre ce qu'ils ont mis dans la boîte et qui empêche les gens de s'épanouir et de faire correctement leur job. Le postulat de base, c'est j'ai pris une décision, elle était peut-être bonne à l'instant T, mais
la boîte évolue, les gens évoluent, et cetera, et donc il y a pas de allons régulièrement sur le terrain, n'ayons pas peur, d'amener les gens à rechallenger, ce statu quo, et cetera. Et dans le bouquin là, déjà tu nous donnes une différence entre, l'erreur, la faute, l'échec, et tu nous expliques finalement que vous favorisez ce côté, alors désobéissance. Il y a 2 sujets. Il y a, enfin, les gens conformes respectent les règles sans réfléchir. Les anticonformes ne les respectent pas sans réfléchir et ils essaient de les détruire. Et les non conformes, ben, eux, quand ils trouvent un raccourci, ils le prennent. Et ils font pas ça pour couler la boîte, ils font ça parce que ça va plus vite, c'est plus efficace, c'est plus. Alors, attention, les raccourcis ne sont acceptables que dans la limite de la sécurité des biens et des personnes. Hein, je tiens à le dire, hein. C'est-à-dire qu'un laveur de vitre qui met son harnais quand il monte dans une parcelle, ça, c'est une faute. Tu vois, ça, c'est pas acceptable. Par contre, si un collaborateur a une instruction qui lui paraît stupide, et d'ailleurs, on a la fête des cadenas chez Clinitex, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une procédure ou une instruction, un document qui nous saoule, dont on s'aperçoit qu'il est contourné ou qu'il est signé sans être lu, ou etc. Eh ben, on se pose la question de savoir est-ce que cette procédure est encore utile, est-ce que ce document est encore utile, est-ce qu'on peut l'alléger, voire le supprimer. Ça, cette notion de cadenas que tu appelles, hein, dans le Oui, bouquin? voilà. OK. Euh, et donc, on fait sauter autant de cadenas que possible. Et, et bien souvent, on réussit à remplacer une procédure par le triptyque confiance, responsabilité et transparence. C'est-à-dire, si je rends public une information, je n'ai plus besoin de la faire valider par d'autres. Les notes de frais, par exemple, eh ben, puisque chez nous, les notes de frais sont sur l'intranet, tout le monde peut voir les notes de frais de tout le monde. Et d'ailleurs, personne ne s'amuse à passer son temps à les fouiller, à fouiller les poches des autres. Mais quand on a un doute sur quelqu'un, on peut aller jeter un œil. Tiens, Édouard, il est parti visiter son agence de Nice. Tiens, je suis curieux de voir dans quelle catégorie d'hôtel il loge. Est-ce qu'il est au Negresco ou est-ce qu'il est dans un Ibis Style? Ça peut attiser la curiosité d'un collaborateur. Eh bien, en rendant les choses publiques, et Édouard n'a pas besoin de ça pour être raisonnable et responsable, mais en rendant les choses publiques, eh bien, on les rend, comment dirais-je, raisonnables par nature. C'est simple, hein, et c'est bien plus efficace que le contrôle, la transparence. Les tricheurs, les pervers adorent les procédures parce que ce sont des spécialistes du contournement. Et nous, on se croit protégé par des procédures, notre vigilance est abaissée et les tricheurs en profitent. Alors que quand tu allumes la lumière, les tricheurs, ils détestent. Là, Ouais. pour eux, c'est horrible. Parce que ça, ils peuvent rien faire contre la lumière. On n'a pas de contrôleur de gestion chez Clintex, on a un éclaireur de gestion. Ça serait bien que tu nous donnes, parce que moi je la connais, je l'ai relue, mais la notion de pouvoir, et de direction. C'est un des chapitres qui, je pense, qui m'a le plus, plu. Tu vois, ce matin, encore une fois, j'étais avec, Émilie qui disait, bah, va falloir que j'ai du pouvoir, pour, réussir à faire ça, et de suite, ça m'a interpellé. Dans quel sens elle abordait ce terme pouvoir, quoi? Alors, elle peut rêver de l'autorité que lui confère sa fonction ou son titre, et elle peut rêver aussi de la liberté que lui autorise cette fonction ou cette mission. Euh, le pouvoir, c'est un nom commun qui définit l'exercice de l'autorité, mais quand on l'utilise comme un verbe, il définit l'exercice de la liberté. Et je crois qu'un bon leader, un bon dirigeant, il est au service de ses équipes et que sa mission principale est d'ouvrir les espaces de liberté, non pas de les restreindre. C'est d'allumer la lumière encore. Quand on plante une graine, elle a besoin d'être en contact avec le ciel pour pouvoir pousser. Il faut ouvrir les espaces. On le sait. Elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'eau, elle a besoin d'un terrain favorable, elle a besoin d'amour, de considération. Bon,
mais elle a besoin de lumière et d'ouverture. Et je pense que les meilleurs dirigeants sont ceux qui ouvrent les espaces de liberté à leurs collaborateurs, de façon à ce qu'ils soient capables de prendre des décisions, mais ils les prendront d'autant plus facilement qu'ils seront dans un climat de confiance, qu'ils disposeront du niveau d'information pour prendre les bonnes décisions et qu'ils auront le droit à l'erreur. Parce que quand il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas d'expérimentation. Et je dirais que le droit à l'erreur est directement lié à l'humilité. À la fois celui qui accorde le droit à l'erreur et à la fois celui qui s'accorde le droit à l'erreur. L'humilité, de se dire, ben ouais, on peut se tromper, tout le monde. Mais tu as essayé, bravo, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on va tirer comme jus de ça? Et ça, c'est intéressant. Encore une fois, dans la limite de la sécurité des biens et des personnes, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est l'image qu'ont les environnements Montessori. Ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas à l'aise avec ça disent, oh, mais en Montessori, c'est le bordel. Mais pas du tout, pas du tout. En Montessori, le cadre est très strict et on entend voler une mouche. Par contre, il y a beaucoup de liberté sur l'action, beaucoup de liberté sur le choix des apprentissages, sur le rythme des apprentissages, et le tout accompagné du droit à l'erreur. C'est ce que me disait Stéphanie quand je suis allé la filmer l'année dernière dans son école Montessori. Elle me dit, ouais, oui, l'élève a le droit de se lever, mais il y a toujours un garde-fou et un cadre. Et donc, il y a une notion de liberté dans un environnement bien sécurisé, et ce qui permet d'épanouir La liberté sans cadre, et en entreprise, le cadre, c'est mission, vision, valeur, ou raison d'agir. C'est l'anarchie. Après, j'ai piloté mon entreprise pendant 30 ans sans avoir écrit ma mission, ma vision et mes valeurs. Bon, c'était un peu le bordel. Ça marchait. Mais il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait gravé ça dans le marbre, qu'on avait bossé ça en équipe, c'était fait aider par un cabinet extérieur, euh, euh, il y a eu un avant et un après. Les relations internes dans l'entreprise étaient beaucoup plus claires, on avait tous la même boussole. Et vraiment, moi je ne donne pas de conseils, hein, mais je peux témoigner qu'une entreprise qui se dote de cette boussole connaîtra également cette sensation de l'avant et de l'après. c'est vrai que j'avais une, j'ai une méfiance parce que ayant vu pas mal de boîtes, et même moi, j'ai revendu une boîte où on est monté à 80 collaboratrices, collaborateurs, j'avais un côté, ça fait bullshit. Ouais. Bullshit, ouais. Et je pense que finalement, non, c'est pas bullshit quand tu trouves réellement des trucs qui résonnent en toi, et c'est dans la manière de l'utiliser. C'est-à-dire que c'est ce que je comprends de plus en plus, c'est un outil pour donner la possibilité aux gens de s'auto-évaluer en permanence. Et surtout qu'est-ce qui va te mettre en mouvement? Et c'est surtout quelque chose à mettre en C'est mouvement. surtout ça. Tu as raison, parce que le fait de prendre contact avec toi, mais vas-y Christophe, appelle Thierry. Tu veux soutenir 100 000 personnes, tu as envie de promouvoir un management entreprenant, un management apprenant. Tu veux vraiment ouvrir les chakras et toucher le maximum de personnes et aller au-delà du lean, pour pas que le lean soit juste une religion, etc. Il y a un champ des possibles autres. Fais coucou à Thierry. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu as raison, parce que ça me motive à faire coucou Thierry, est-ce qu'on pourrait discuter, etc. Il y a une autre dimension qui est également assez montessorienne, le management par les appétences. Mm. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, ne fais que ce qui te plaît. Alors, c'est là Ça, où c'est pas idéocratien, hein, mais ça me permet de réagir par rapport à mauvaises herbes et bonnes herbes, c'est ça? et c'est encore autre chose. Ne fais ce qui te plaît, c'est de dire l'allocation de ressources sur un métier ou sur une activité qui te plaît produira beaucoup plus de résultats que la même allocation de ressources sur une activité que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Et donc, il y a du gâchis, quoi. C'est-à-dire, les ressources humaines sont également une ressource à protéger, une ressource rare. Et donc, c'est dommage de ne pas utiliser les appétences des collaborateurs pour, je dirais, appuyer et nourrir ces appétences. Parce que
le défaut des RH que j'ai connu dans ma boîte également, c'est, tu sais, l'entretien annuel. Bon, on a fait un SWOT, hein, on a fait un graphique, point fort, point faible, là où tu es bon, là où tu n'es pas bon, etc. Et donc, ben, on a une bonne nouvelle, on va te payer un plan de formation sur tes points faibles. Et l'autre, il n'ose pas répondre, il ferme sa gueule et il dit bah, c'est gentil, merci, merci beaucoup. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Sauf si le collaborateur est demandeur, hein. Mais s'il n'est pas demandeur, ça ne sert à rien. Je crois que c'est Philippe Bloch qui disait tu peux allonger la piste de décollage d'un aéroport de 200 mètres, tu ne feras jamais décoller un cochon. J'adore celle-là. Et donc, il vaut mieux qu'un collaborateur a une partie de son métier, de sa mission ou de sa fonction qui ne lui plaît pas, te poser la question qui pourrait le faire à sa place. Et ça vient se heurter à l'éducation judéo-chrétienne, du goût pour l'effort, du sens de l'effort, de t'aimes pas, tu vas en manger quand même, t'es payé pour ça, et tu fermes ta gueule. Bon, bon ok, ouais, ok, mais en entreprise, Et donc la différence entre bonne, mauvaise herbe et bonne herbe? ah oui, et là, c'est un sujet, bon, tous les sujets se touchent, hein, tous les sujets Ouais. sont voisins. On est sur vraiment des sujets holistiques, mais euh, euh, il se trouve que c'est grâce à mon parking en gravier que j'ai compris ça. J'ai un grand parking en gravier devant chez moi de 200 mètres carrés, gravier blanc, tu sais. Et donc, quand il y a des herbes qui poussent au milieu, c'est moche. À l'époque du glyphosate, j'y allais gaiement et puis je n'avais pas de problème. Et puis, quand j'ai compris, appris que le glyphosate était une cochonnerie, et puis je suis apiculteur amateur par ailleurs, donc je sais les dégâts que font ces trucs-là, j'ai arrêté totalement les intrants chimiques dans mon parking et dans mon jardin de façon générale. Mais mes mauvaises herbes ont envahi mon parking. Elles allaient plus vite que moi. Je n'arrivais pas à les arracher assez vite. Et donc, j'ai appelé un ami médecin, phytothérapeute, spécialiste des plantes. Je dis, Franck, toi qui connais bien les plantes, comment je peux détruire et empêcher la repousse de ces mauvaises herbes sur mon parking de façon écologique? Il m'a répondu, Thierry, c'est quoi une mauvaise herbe? Et là, je dis, putain, espèce de bâtard. Moi, j'aime bien parler comme les racailles. Tu Ouais, vois. t'inquiète pas, ça. Moi, j'aurais pu être une racaille. D'ailleurs, je l'ai plus ou moins été quand j'étais jeune, mais bon. Bref, mais en tout cas, j'ai compris à ce moment-là que la mauvaise herbe, ça n'existait pas. Toutes les herbes sont un miracle de la nature. Alors, à l'exception, même si elles font aussi partie de la nature, des herbes toxiques, comme les champignons. Les herbes toxiques, elles n'ont pas la place dans un environnement où l'homme et des enfants vivent. Et donc ça, on les élimine. Et le lien au collaborateur, on va le faire assez vite. En fait, c'est juste une herbe qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Elle n'a rien fait de mal. Ça ne règle pas mon problème de parking, hein, du tout. Mais ça règle mon problème d'entreprise. De se dire, mais il n'y a pas de mauvais collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui sont au mauvais endroit au mauvais moment, mais il n'y a pas de mauvais collaborateurs. C'est comme une graine, il n'y a pas de mauvaise graine. Quand tu achètes une graine, si elle ne pousse pas, tu as ta part de responsabilité. C'est parce que tu l'as peut-être mis au mauvais endroit, ou tu l'as planté à la mauvaise saison. Bref, il peut y avoir plein de raisons. Mais jamais on engueule le sachet de graines parce qu'elle n'a pas poussé. Et je pense que le sujet, qu'est-ce qu'il faut pour que la graine pousse? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'un collaborateur soit performant? Il faut qu'il soit aligné avec le système de management dans lequel il est immergé. J'ai un collaborateur qui a quitté Clinitex, enfin, s'est quitté d'un commun accord euh, parce que ça ne fonctionnait pas, son management. Il n'était pas aligné avec notre système de management, c'était plutôt un vertical, alors que nous, on est plutôt des horizontaux. Euh, il a quitté l'entreprise, il est parti dans une boîte concurrente avec un management très dur, très autoritaire, très contrôlant, et il fait une carrière dans cette entreprise absolument extraordinaire. Et donc, en fait, si des derniers mois, nos 4 enfants sont allés en Montessori, on en a un qui n'a pas marché. On l'a mis dans une école hyper contrôlée, hyper dure, il y a passé les plus belles années de sa vie. Donc, il n'y a pas un système qui convient à tout le monde, il faut juste trouver son alignement. Bah, tu vois, l'idée de la mauvaise herbe, c'est ça que c'est mon parking que j'ai compris qu'il n'y avait pas de mauvaise personne. À l'exception des toxiques. Hein. Tu peux avoir un tricheur, un pervers, un menteur, un, un imposteur. Bon, ceux-là, on les dégage. Et puis quand on les dégage, on gagne 2 fois.
parce que tu gagnes une fois en protégeant ton entreprise et tu gagnes une seconde fois parce qu'il va se faire embaucher par un de tes concurrents. C'est vrai que dans le bouquin, à un moment donné, tu parles de courage managérial, Ouais, en disant c'est-à-dire que c'est au début vraiment, bon, à force, de lire et de me balader, je vois que c'est pas le monde des bisounours. On peut aussi avoir cette approche de laisser faire, donner confiance, ça veut dire que c'est le bordel et cetera. Les gens font ce qu'ils veulent et cetera. Et non, dans le bouquin, tu expliques bien que non, il y a une notion de valeur, il y a des engagements vis-à-vis des clients et cetera. Et donc, il y a une notion de courage managérial avec celles ou ceux qui, potentiellement, respectent pas les règles ou, fautent et cetera. Et ça, tu le précises, bien dans le bouquin. tu sais, notre système, il est pesant, hein, pour les collaborateurs parce que c'est beaucoup plus dur d'appréhender la liberté que d'obéir à une instruction, hein. C'est bien plus reposant moi, quand j'ai fait mon service militaire, moi, j'ai adoré cette année où j'ai obéi à des ordres sans réfléchir. Heu j'ai bien aimé. C'est absolument reposant d'obéir à des ordres. Par 15:30 contre 15:36, Thierry, tu me fais bien réfléchir. Merci, Thierry. Donc ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, c'est-à-dire tu penses que les gens préfèrent être contrôlés? oh non, non, je dis: «C'est plus reposant Ah, d'obéir à des instructions sans réfléchir», j'ai envie de dire presque de façon, irresponsable, de façon, je dirais disciplinée, obéissante. On m'a dit de faire comme ça, je fais comme ça. Que de dire: «Ben, voilà ta mission, et fais comme tu le penses, dans le cadre de la mission, de la vision et des valeurs de l'entreprise». OK. Et tu es totalement libre. Bah, si tu veux, tu es devant une feuille blanche. C'est plus compliqué la feuille blanche qu'un QCM avec quelqu'un qui te donne la main. Ouais, ouais, je comprends. Parce que c'est vrai que Clinitex aujourd'hui, vous êtes, c'est combien l'entreprise? Alors là, j'ai pas les derniers stats, mais ça doit être entre 4 000 et 4 500 collaborateurs, oui. OK, toute la France? Edouard a doublé la boîte depuis qu'il l'a rachetée OK. et présent non, pardon, on n'est pas présent dans l'est, on n'est pas présent dans le sud-ouest. En fait, on n'a pas de stratégie de développement C'était une question que je voulais te poser, ouais. et on a un human plan, on n'a pas de business plan. C'est-à-dire, on n'est pas présent à Strasbourg aujourd'hui, par exemple. Mais si demain, un collaborateur de Clintex qui aura fait un parcours et dont on aura observé qu'il a le potentiel, excuse-moi, je démarre une crève, en direct. Euh, euh, Dès qu'on a parlé de business plan, j'ai remarqué tu vois, regarde, j'ai dit business plan, tu as éternué. voilà, voilà. On a remplacé ça par un human plan, c'est-à-dire que en fait, la croissance se fait au fur et à mesure des appétences et des souhaits des collaborateurs. Donc, si demain on a un collaborateur qui nous dit j'ai envie de créer une agence pour Clintex à Strasbourg, après qu'on ait vérifié qu'il dispose du potentiel pour le faire, il va créer une agence à Strasbourg. Là, on a créé une agence à Lyon. C'est une agent de propreté qui est devenu chef d'équipe, qui est devenu manager et qui un jour a dit toute ma famille est à Lyon. Édouard, si tu veux que je crée une agence à Lyon, je suis là. Édouard a dit Louisa, vas-y, fonce, va ouvrir ton agence à Lyon. Et donc, c'est ce qu'on appelle le human plan. Parce qu'à chaque fois que moi, je crée une agence, je dis, allez, on va créer une agence à Valenciennes. Qui veut être directeur d'agence? J'avais plusieurs doigts qui se levaient, mais qui se levaient pour de mauvaises raisons le plus souvent. Pour le salaire, pour le prestige, pour le titre, pour des mauvaises raisons, pour les avantages, la bagnole. Alors que là, quand on a quelqu'un qui dit, tiens, j'ai envie de partir à l'aventure, et je compte sur Clinitex pour m'assister dans la réussite de cette aventure. Là, on a quelqu'un qui part pour des vraies raisons. C'est beaucoup plus efficace. Donc, notre croissance, bah, il y a des trous dans le territoire français, mais ce n'est pas grave. Un jour, quelqu'un dira j'ai envie d'aller à Strasbourg. Et donc c'est pas quelque chose que vous avez posé, dans 2 ans, dans 3 ans, on touche, tant de foyers ou Non, certains non, c'est pas ça. OK, d'accord. du tout. Ça se fait de manière organique, avec les gens, en place, Oui,
et les opportunités qui se présentent. Opportunité humaine. Bien entendu qu'il faut que le collaborateur qui serait candidat pour devenir Et les, directeur d'agence ait le potentiel et qu'il souhaite s'installer dans une zone où économiquement également il y a du potentiel. Donc il y a un petit travail là-dessus. Mais Edouard et ses collaborateurs sont très en observation des potentiels de l'entreprise, soit de collaborateurs qui voudraient devenir créateurs d'agence, soit de mobilité interne d'un directeur d'agence de Nantes qui dirait tiens, ben moi je tente la création de Nantes ou bien je peux. Parce que dans le bouquin, tu différencies talent et potentiel. Et Ah là, bah oui, j'ai beaucoup entendu potentiel. Et les hauts de quoi? les hauts Les c'est Oppo, ouais. les DRH disent oh, ouais, j'ai pas mal de hauts dans mon équipe. Hein, ouais. On n'a pas de DRH, tu vois, qui d'ailleurs. On n'a pas de DAF non plus. Voilà. Bref. Mais j'ai rien contre eux. Hein. Non, Hier, non, j'intervenais dans une entreprise où j'avais devant moi un DAF et un D. Je n'ai rien contre cette fonction. Je pense même qu'elle est très utile dans les organisations qui ont bâti sur ce schéma-là. Mais quand on recrute un collaborateur, on recrute toujours un potentiel. On recrute jamais un talent. Jamais. En fait, on recrute une graine. Hein. Et l'analogie, tu vois, voilà. Et selon l'espace de liberté que tu vas laisser, selon la confiance, le droit à l'erreur, la transparence, enfin tout ce qu'on a évoqué, euh, tu vas permettre plus ou moins au potentiel de révéler son talent. Mais au plus l'espace de liberté sera restreint, au plus l'espace de confiance sera réduit, au plus l'information sera retenue par la hiérarchie, au moins le potentiel pourra s'exprimer. Eh bien, c'est du gâchis. C'est du gâchis absolu. Et à une époque où il faut faire très attention aux ressources, on oublie de parler de la ressource humaine. On est prêt à mettre en œuvre tous les process pour économiser des gommes, des crayons et du carburant, mais pour économiser l'énergie de nos collaborateurs et en tout cas leur permettre de l'exprimer au maximum de ce qui est possible, et là, on n'a aucun indicateur, on ne regarde pas. Il y a beaucoup de boîtes qui sont très verticales, qui sont des réservoirs de haut potentiel, qui finissent par s'habituer hein, d'ailleurs, parce qu'ils sont bien payés, ils sont payés au niveau de leur potentiel, mais on leur donne pas les moyens de rembourser leur salaire en leur permettant d'exprimer leur talent. C'est du gâchis. Il vaut mieux recruter des petits potentiels si c'est pour ne pas leur laisser la liberté de l'exprimer. C'est moins cher et ça ne rapporte pas. Moi, je pense qu'il faut recruter des hauts potentiels et leur donner un maximum de liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas quelque chose que le collaborateur peut saisir de force. C'est le rôle de la hiérarchie que de donner la liberté, d'ouvrir la liberté. Le collaborateur, il va pas la prendre lui-même si on ne lui donne pas, parce qu'il ok. est bien élevé et parce qu'il est prudent. Donc c'est un choix délibéré de la dirigeante ou du dirigeant. C'est la façon dont il conçoit et il design son entreprise. Je suis leader et le serviteur de ton aventure. À un moment donné, ouais, tu parlais de guerriers et de soldats ouais, donc, j'ai beaucoup aimé cette analogie. Et c'est vrai en ligne, on parle beaucoup de management aidant. Le management est là pour pouvoir soutenir le développement des gens. Et donc, J'aime pas. t'aimes pas? J'aime pas aider, j'aime pas soutenir. Super. Pourquoi? Bah, parce que démerde-toi. Moi, je suis pas là pour t'aider. Je suis là pour que tu puisses révéler ton haut potentiel. Bon, maintenant, je peux partager avec toi des avis, des expériences, mais la notion d'aide, euh, je la vois comme quelque chose de condescendant. Tu vois. Euh, euh, Moi, j'ai jamais aidé mes collaborateurs. Je les ai accompagnés, je dirais plutôt. Euh, Après, peut-être que je vais trop loin dans le. Non, non, ça m'intéresse. J'accuse peut-être un peu les mouches, tu vois, là, c'est possible. Non, non, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et on a une question, j'ai eu une question et à un moment donné, tu le dis dans le bouquin ou peut-être dans un podcast.
C'est-à-dire, on a cette notion de: «Mais si je fais confiance, à un moment donné, quid de la qualité?» Quid de, ou du genre: «La confiance n'hésite pas le contrôle», tu l'as déjà entendu celle-là, je sais pas combien de fois. Heu, Comment tu abordes ce sujet? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Parce que Mais la confiance exclut par nature le contrôle, à l'exception des sujets qui touchent à la sécurité des biens et des personnes. Voilà. Donc, donc quand on veut s'assurer de la sécurité des biens et des personnes, oui, il y a beaucoup de contrôles nécessaires, indispensables, obligatoires, sur lesquels on ne doit pas déroger. Donc, je ne suis pas opposé au contrôle. Mais il y a tellement de sujets sur lesquels on pratique du contrôle alors qu'on pourrait le remplacer par de la responsabilité, de la confiance et de la transparence. C'est là que je suis contre les contrôles inutiles parce qu'ils sont coûteux et déresponsabilisants. Et on peut tellement les remplacer par ce triptyque confiance, responsabilité, transparence. Ça marche tellement bien et ça coûte tellement pas cher en plus. c'est ce que tu dis à un moment donné sur le côté frugal, non? C'est pas ça? Je me souviens plus, il faudrait que je relise mon Il y bouquin. a quelqu'un qui l'a lu avec, non, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis que tu enlèves beaucoup de choses dans la boîte, tu enlèves beaucoup de contrôle aussi. Ça On en a retiré beaucoup. coûte finalement aux gens qui les emmerdent, à faire correctement leur travail, qui coûtent à l'entreprise et qui finalement, ne change pas la donne. Ce que je comprends, c'est que c'est-à-dire que ce que je comprends, et c'est pour ça que ça m'intéresserait un jour de peut-être de venir et de voir, c'est que vous êtes très sérieux par contre sur la qualité. Mais on est très sérieux tout court, sur la qualité, sur la considération, sur la comptabilité. Tu vois, on n'accepte pas qu'un client soit en retard de paiement chez nous. Voilà. Et c'est niette. Un client qui nous paye au lance-pierre, on n'est pas d'accord. Ça n'est pas possible. C'est contraire à nos valeurs et c'est contraire aux accords qu'on a conclus. Donc, on ne plaisante pas là-dessus. Cleantech a un compte client qui est vraiment extrêmement bien géré. On a très peu de, je pense même qu'on n'a pas de conflits commerciaux avec les clients. Euh, 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 on est hyper rigoureux. La comptabilité est hyper rigoureuse, mais elle s'appuie sur d'autres mécanismes que le mécanisme du contrôle. Notre gestion analytique s'appuie sur non pas l'idée qu'un DAF va faire des analyses dans tous les sens, mais que les 200 collaborateurs qui ont accès à l'information puissent un jour ou l'autre être des gens qui vont voir des choses ou proposer ou alerter sur certains sujets. Alors certains ont une appétence pour la comptabilité. Les 200, il y en a peut-être une vingtaine qui sont sur les chiffres et qui adorent ça. Ils vont pour le plaisir. Il y a un jour qui vont passer un coup de fil, qui vont dire tiens, j'ai vu un truc bizarre, c'est quoi? D'autres qui vont être très intéressés par l'analyse des salaires, l'égalité homme-femme, d'autres qui vont être intéressés. Et en fait, quand tu as 200 personnes qui ont toute l'information à disposition, ben, on s'aperçoit que finalement, tous les rayons sont visités. Après, il faut pouvoir expliquer ou corriger. OK, C'est les deux seules voies possibles sur tous les sujets. Soit je peux expliquer ce que l'autre a perçu comme un dysfonctionnement, soit je le corrige. OK. Thierry, merci infiniment. J'aurais encore tellement de questions, mais à un moment donné, je vais te libérer quand même, vraiment. Beaucoup de dirigeants, de dirigeants et surtout au sein de Réseau Entreprendre qui, passé une certaine taille, me disent, «Ça y est, tu vas peut-être rire, heu, je je perds le contrôle de ma boîte». Du genre, ce que je vois le truc à partir de 50, 60, 70, tu vois le truc, ça y est, je perds le contrôle de ma boîte et je suis donc sur tous les sujets, je ouais, et cetera, et qu'est-ce que tu regarderais et potentiellement comment tu orienterais la conversation, par rapport à cette, problème type qui revient régulièrement, quoi? Combien de fois j'ai entendu, moi, boîte grossit, il faut que je la structure. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, et moi, je pense, par expérience, par observation, par conviction, que plus une entreprise grossit, ou plus on doit la déstructurer. C'est-à-dire que
Dit autrement, on doit décentraliser le pouvoir au plus on grossit. Parce qu'en décentralisant le pouvoir, on multiplie les chances de faire des progrès. Et au plus on centralise le pouvoir, au plus on crée une bureaucratie qui prend des décisions dont ils ne subiront pas eux-mêmes les conséquences quand il faudra les mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle la bureaucratie. Et donc, une entreprise qui sombre dans la bureaucratie parce qu'elle s'est structurée, eh ben, moi, j'ai pas envie d'y travailler déjà. Et si c'est un concurrent à moi, à mon avis, je vais lui tailler des croupières au niveau des tarifs et de l'agilité. Parce que les entreprises verticales, les entreprises euh, euh, comme celles dont on vient de parler, elles perdent leur agilité. C'est-à-dire qu'il faut toujours référer, référer, référer. Donc, au moins, un commercial, quand il va chez un client, il vend au prix qu'il veut. C'est lui qui décide. Par contre, il a cette capacité et l'outil pour calculer le prix de revient de la prestation qu'il va proposer au client, mais il vend au prix qu'il veut. Il ne doit pas dire ah ben, oui, je suis trop cher, monsieur le client. Écoutez, je vais voir avec mon directeur commercial ce qu'on peut faire. Parce que moi, si je passe par là, moi, je prends le marché. Parce que mon commercial, il est responsable, et autonome, et libre, et créatif. Et ça marche. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. La puissance de la confiance, de la transparence et de la responsabilité, c'est énorme. Mais ça nécessite de la part du dirigeant, d'abord que cette idée lui plaise, Mmh. soit alignée avec son histoire, Tout et à ça fait. nécessite un travail sur soi, de lâcher prise, de se détendre. OK. Bah, merci beaucoup, Thierry. J'ai, je me retiens, tu vois? J'ai tellement de choses encore à mais potentiellement je te referai coucou, une prochaine fois. Ouais, quand tu veux. Thierry, ce bouquin, je sais à qui je vais l'offrir, donc voilà. Si tu avais, un livre à me conseiller, moi qui, suis très ouvert à, vraiment cette approche, autonomie, redonner du pouvoir, au terrain etc. Quel serait le livre ou la personne que tu m'inviterais à regarder? Il y a des personnages que j'admire, mais qui ne sont pas forcément des maîtres en management. Euh, un livre, je ne sais plus de qui, sur l'histoire de Churchill, qui est absolument extraordinaire. Moi, je suis un grand admirateur de De Gaulle. Les De Gaulle, en plus, il y a une plume qui est absolument merveilleuse. Mais c'est intéressant de lire un bouquin sur l'histoire et la pédagogie de Maria Montessori, parce qu'il y a tellement d'analogies avec le management avec lequel je me sens à l'aise. Pierre Rabhi, vers la frugalité heureuse, qui a écrit un bouquin qui est très inspirant aussi, et qui n'est pas anticapitaliste. Hein. C'est-à-dire, Pas comme euh, moi. c'est pas un apôtre de la décroissance. Moi, je suis un capitaliste convaincu, hein, mais on a mis en place dans l'entreprise les réglages qui viennent corriger les défauts du capitalisme. Et ça, il faut qu'on fasse un podcast spécial. Donc si tu veux, je m'engage à lire le bouquin de Pierre Rabhi. C'est un livre en particulier, tu veux que je lise, que tu m'orientes? Il en a écrit plusieurs? Écoute, tu tapes Pierre Rabhi et il y a un titre j'ai plus le nom exact, mais il y a frugalité dans le titre. Qualité, OK. Je lis son bouquin et dans quelques semaines, quelques mois, on reprend contact et on rediscute, par rapport à cet angle, Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du rapport à l'homme, mais tu vois, sur le rapport à l'argent, on pourrait se refaire un moment, se reprendre une demi-heure Non, pour mais parler du rapport à l'argent. n'intéresse pas les dirigeants, le rapport à l'argent, Thierry. Non, je rigole, je plaisante. Oui, c'est vrai. Merci infiniment. Je te recontacte et merci, beaucoup, Thierry. Avec plaisir, Christophe. À bientôt. À Bye bye. bientôt. Au revoir.